France Maghreb 2. Au sommaire de ce grand forum pour ce mercredi 3 octobre, la question du jour aujourd'hui, le sujet à la une, la France insoumise. Lors du discours d'au revoir d'Emmanuel Valls à l'Assemblée nationale a brandi une pancarte bon débarras. Approuvez-vous ce geste? Vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Quelle solution pour lutter contre les violences entre bandes comme à Garges? Méthode front de mer contre méthode Pécresse. Un avis tranché signé Fatima Wassak tout à l'heure. Fin de cavale pour Redouane Faïd, l'homme le plus recherché de France s'est fait cueillir sans violence et dans un appartement de Creil dans l'Oise ce matin à 4h du matin. Nous y reviendrons avec vos appels au 01 40 33 9000. C'est donc parti pour votre LGF au quotidien sur France Maghreb 2. Le LGF, comme chaque jour de 16h à 18h, vous donne rendez-vous avec aujourd'hui, je vous la présente. Elle s'appelle Gundo Diawara. Bonjour Gundo. Bonjour à toutes et à tous. Comment ça va? Très bien, merci. Et toi? Alors, comme la première en tant que chroniqueuse, Gundo, est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux auditrices et aux auditeurs qui tu es, d'où viens-tu, que fais-tu? Oui, absolument. Donc, Gundo Diawara, je suis conseillère principale d'éducation dans un établissement scolaire public, en collège. Et je suis également militante associative. Donc, je m'engage notamment sur les questions autour de l'éducation et de toutes les questions inhérentes au quartier populaire. Très bien, donc tu seras bien placé pour nous parler tout à l'heure et réagir à l'avis tranché de Fatima Wassak concernant ce qui s'est passé à Garges. Tout à fait. Tout à l'heure, voilà. Tu connais bien la situation ? Oui, alors j'ai vu cette vidéo vendredi matin un petit peu comme tout le monde. J'ai été assez estomaquée par la violence et oui, du coup je sais que, et travaillant dans un établissement scolaire, j'en ai beaucoup entendu parler par les jeunes, donc j'ai leurs échos à eux, leur point de vue et le nôtre en tant que moi je viens de quartier populaire, donc déjà en tant que personne issue de quartier populaire, en plus professionnelle de l'éducation, et ça a soulevé beaucoup de questions. Et donc maintenant il va s'agir de travailler, de savoir comment on fait pour éviter ce genre de situation qui se multiplie quand même beaucoup dans les quartiers en ce moment. Alors on parlera d'une petite phrase de Gérard Collomb. Vous savez qu'il y a une passation de pouvoir ce matin entre donc le ministre de l'Intérieur qui a démissionné. Finalement le président a accepté sa démission. C'est quasi du jamais vu dans la 5e d'ailleurs, ce type de situation où c'est Édouard Philippe qui assure l'intérimaire du poste en tant que ministre de l'Intérieur, le temps qu'il trouve un ministre qui puisse remplir le poste, tant qu'on vérifie aussi ses impôts, etc. Quoi qu'il en soit, une phrase qui est lourde de sens. Il dit avoir visité les quartiers et dit déplorer une situation absolument catastrophique. Et il dit, c'est là où c'est intéressant, jusque-là nous vivions côte à côte et je crains que demain nous vivions face à face. Une phrase lourde de sens, je trouve, que l'on pourra évoquer ensemble et analyser tout à l'heure lorsque Fatima Wassak, entre autres, sera avec nous, bien sûr, sur France Maghreb 2. Vos appels pour intervenir, 01 40 33 9000, plus que jamais, vous avez la parole. Mais comme d'habitude, et à cette heure-ci, ma chère Gundo, c'était à la une, l'actualité du 3 octobre. C'était à la une du 3 octobre en 1904, signature d'un traité entre la France et l'Espagne pour la sauvegarde de l'indépendance du Maroc. En 1932, l'Irak obtient son indépendance du Royaume-Uni. 1945, première apparition en public de Elvis Presley, il n'avait que 10 ans. Et une disparition en 1975, celle de Guy Mollet, homme politique français. LGF, le grand forum sur France Maghreb 2 jusque 18h avec Gundo Diawara qui est avec nous. Gundo, sois la bienvenue encore une fois. Merci. Ravi de t'accueillir avec Nadir Kaya et Fatima Wassak qui arrivent dans quelques instants. Vous la connaissez, Fatima, elle sort d'une réunion, elle est très en retard. Voilà. C'est Fatima Wassak, elle sera avec nous tout à l'heure et avec elle nous parlerons notamment de ce qui s'est passé à Garges, Gundo. Elle en fera un avis tranché et elle opposera finalement deux méthodes de pouvoir répondre à cette situation. La méthode front de mer, que vous connaissez, que tu connais, Gundo, Tout à fait. face à la méthode Pécresse. Et on en reparlera tout à l'heure, signé donc Fatima Wassak. Donc Gundo qui est CPE, qui est aussi une militante associative. Et qui milite beaucoup. Donc on a beaucoup de militants au sein de l'équipe du LGF, c'est très bien ainsi. Gundo qui sera avec nous donc désormais sur France Maghreb 2. Gundo Diawara, que nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui. Tiens, tu peux nous dire bonjour en comment dirais-je, la langue que vous parlez au Mali là?
Alors déjà, Moi, je veux apprendre. il y a plusieurs langues au Mali, il faut le savoir quand même. Combien de langues? Il y a, majoritairement, moi je dirais quand même le bambara principalement, le soninké. Donc moi, mon père est soninké, donc je parle soninké. Ouais. Il y a le peul, il y a le soraï, il y a le malinké, il y a le kagoro. Il y a plein de langues. Ouais. Et est-ce que finalement tout le monde arrive à se comprendre ou Alors tout le monde arrive à se comprendre parce que là-bas tout le monde parle au moins deux langues et le bambara c'est vraiment ce qui unit tous les peuples, j'ai envie de dire, au Mali. D'accord. Alors, comment on dit bonjour? Alors il y a plein de façons de dire bonjour. Non, c'est pas salam alaikum, Nadir. C'est vrai, on dit salam alaikum, c'est vrai. Ouais. On dit salam alaikum. Sinon on peut dire arakela jomdi. Arakela Jomdi. Arakela Jomdi. Voilà, d'accord. C'est pas simple. Voilà, il y a plein de façons de dire bonjour. Bon, très bien. En tout cas, une belle langue. Mais j'ai remarqué, vous parlez très très vite. Je sais pas comment vous faites. C'est vrai. Moi, je m'en rends pas compte. En fait. Quand on écoute. Je m'en rends pas compte. Nadir, t'as pas l'impression qu'on les entend quand ils parlent très 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 vite? Non, mais c'est comme pour l'anglais. Quand tu connais pas une langue, t'as l'impression que ça va vite, ou l'italien. Mais une fois que tu connais, t'es dans le rythme, tout simplement. Ouais. Il y a une richesse. Si on devait répertorier le nombre de langues parlées en Afrique, ce serait impressionnant, je crois. Ouais. Déjà, le continent africain, je crois que c'est le continent où il y a le plus de pays au monde par rapport aux différents continents. 54. Il y en a plus de 50. Voilà, c'est ça. 54 ou 56? Donc après. 54 pour moi. Moi j'avais entendu 54, ouais. Allez, ok. Donc après tu multiplies par le nombre d'ethnies par pays et tu fais ton calcul et ça fait une sacrée sauce. C'est clair. Bon. Avant toute chose, je voulais vous parler d'une petite phrase qui a été prononcée par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, ce matin, qui, vous le savez, a démissionné de son poste. Une démission qui a été acceptée par le président Emmanuel Macron, un peu malgré lui. Ça s'est passé cette nuit d'ailleurs. C'est un peu inédit cette situation qui s'est déroulée donc cette nuit. C'est le Premier ministre Édouard Philippe qui assure l'intérim du poste de ministre de l'Intérieur. Et lors de la passation qui a eu lieu ce matin, place Beauvau, il a eu cette phrase en parlant des quartiers, en disant que la situation était, qu'il les avait visités, que la situation était extrêmement déplorable. Et il a eu cette phrase qui est lourde de sens à mon avis. C'est jusqu'à maintenant nous vivions côte à côte. Je crains que demain nous ne vivions face à face. Nadir, ça te parle cette phrase? Oui, mais bon. Comment expliquer 30 ou 40 ans de frustration et de mauvaise volonté politique de régler les problèmes. Tant mieux qu'il parte parce que ça prouve qu'il est pas motivé. Parce que quand on veut régler des problèmes, il faut être extrêmement motivé. C'est pas son cas. Il priorise Lyon. Je plains les Lyonnais, parce que il a quand même un certain âge, il a un certain vécu, donc à un moment donné, il faut passer la main. On peut craindre d'ailleurs une petite vengeance d'Emmanuel Macron, puisque vous savez qu'il est en préparation une loi pour interdire à plus de 2 mandats en tant que maire ou élu. Et Gérard Collomb ne pourrait pas, si la loi passe, se présenter en tant que maire, puisqu'en 2020, il entamera son 3e mandat. Ouais, mais ce qui est scandaleux dans cette affaire, au-delà du fait qu'il démissionne, tant pis et tant mieux d'un côté, vivement qu'on ait réellement un vrai ministre de l'Intérieur qui puisse régler des problèmes à bras-le-corps et de façon sérieuse. Ouais. C'est pas son cas. Quand on voit un petit peu le schmilblick, c'est-à-dire que le gars démissionne, le gouvernement ne veut pas, il insiste, en fin de compte il lâche, donc il démissionne, et puis le maire actuel de Lyon, je crois, à son tour démissionne, mais c'est pour laisser sa place dans un jeu de chaises musicales, quoi. Qui font des leçons des fois sur l'Afrique bananière ou sur certains pays dans leur comportement, mais la France sur certaines choses c'est exactement la même chose, simplement c'est masqué, c'est déguisé, on fait pas trop de buzz là-dessus, mais c'est extrêmement honteux pour la démocratie en France quand on voit qu'il y a encore des comportements comme ça en 2018, tout en sachant que le gouvernement de Macron et ceux qui l'accompagnent jusqu'à maintenant et ceux qui l'ont accompagné avaient ces propos où ils allaient tout changer, que le vieux monde allait disparaître et qu'avec eux on allait devenir plus en phase avec la réalité et avec un système plus égalitaire à tous les niveaux. Ça démontre qu'en politique ça se passe pas comme ça, parce que quand on arrive au niveau du pouvoir, on vous fait comprendre qui est réellement aux manettes, et donc ces gens-là se permettent encore des choses parce que les Français sont globalement des râleurs, des gens qui pleurnichent, mais quand il s'agit d'agir, il n'y a plus personne. Donc moi j'invite les Français à être cohérents, notamment les Lyonnais, et puis à sortir en masse ou à refuser le fait que ce petit prince revienne comme ça dans son petit royaume et décide du jour au lendemain de revenir. Mais sur la phrase prononcée de Gérard Collomb,
lorsqu'il est un peu alarmiste sur le coup en disant. Ouais, il fait un constat qu'on peut tous faire depuis des années. Après, c'est vrai que le vivre ensemble, moi je dis que le vivre ensemble existe encore. Simplement, il est de plus en plus difficile, mais il est difficile du fait de certains politiciens, mais également de la non-action de beaucoup de citoyens issus des quartiers populaires. Ouais. Et ça aussi, il faut le reconnaître. Gundo. Il faut quand même aussi avoir conscience du fait que le vivre ensemble, il existe, j'ai même envie de dire, davantage dans les quartiers populaires qu'ailleurs, parce que le plus grand entre-soi, le plus grand communautarisme finalement, il est dans les classes beaucoup plus favorisées, etc. C'est-à-dire que là, il n'y a pas du tout de mélange. Et donc cette phrase, alors bon, c'est un peu, ce gouvernement, c'est un peu l'art de faire des petites phrases, voilà, pour faire les titres les gros titres de la presse. On vivait côte à côte. On vit côte à côte, je crains que demain nous ne vivions face à face. Faut voir comment on vivait côte à côte aussi. C'est-à-dire que la ségrégation territoriale, elle existe depuis un bail. Il n'y a pas vraiment eu de politique pour aller contre ça. Bien au contraire, elle a été favorisée ces dernières années. Face à face, moi je pense que ce qu'il craint finalement, c'est que les populations qui sont ségrégées et stigmatisées depuis longtemps, se révolte en fait. Et là, effectivement, il y aura un face-à-face. Oui. Ouais. Donc il faut le craindre, ce face-à-face. Alors, il faut le craindre pour que les choses bougent. J'ai presque envie de dire qu'il est nécessaire. Mais encore une fois, la question c'est comment. Comment on fait bouger les lignes en fait. Ouais. Voilà. Très bien. Bon, eh bien, écoutons, Gérard Collomb, je pense que voilà, il va repartir effectivement à Lyon. Les Lyonnais, d'ailleurs, d'après un sondage, sont pas franchement ravis de le voir revenir. Bien sûr, c'est super, c'est scandaleux. Il faut passer à autre chose. Il a fait son temps. Il faut qu'il passe la main à des gens plus jeunes, plus compétents, à une femme si possible, parce qu'on parle souvent des femmes, mais quand il s'agit de leur donner des responsabilités, on sait comment ça se passe. On l'a vu avec le président de l'Assemblée nationale. Ouais. Donc il y a une réalité aujourd'hui. Maintenant, il faut absolument que les Français comprennent une chose. Tout est dans le rapport de force. Il faut pas quémander, il faut pas espérer, il faut faire les choses. Donc moi j'invite les Lyonnais à se révolter et à dire non, on veut un maire ou une maire compétente et qui soit élu par nous et non pas par un ancien maire qui souhaiterait revenir sur son poste. Bon, affaire à suivre en tout cas concernant ce ministre qui n'est plus donc ministre. C'était un personnage important dans le gouvernement puisqu'il était quand même ministre d'État, numéro 2 du gouvernement, et c'est donc Édouard Philippe qui assure l'intérim. C'est quand même incroyable de ce poste en attendant de trouver un ministre. Je pense qu'on va s'atteler à vérifier, vous savez, tout ce qui est impôts, tout ce qui est voilà, patrimoine, etc. Pour éviter, il y a déjà assez des cafouillages pour le coup. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment un travail de précaution pour le coup. Mais bon, une telle situation où le président annonce finalement accepter la démission à 00h30 cette nuit, donc annoncé par l'Élysée. C'est franchement, ça ressemble quand même un peu à de l'amateurisme, mais bon. En ce moment, c'est pas franchement les beaux jours pour Emmanuel Macron. Non, et puis Christophe, moi j'insiste vraiment, c'est pas un ministère facile, parce que comme je te dis, notamment vis-à-vis des quartiers populaires, il y a 30 ans de retard. Donc celui qui veut vraiment opter pour prendre ce ministère, faut vraiment qu'il soit hyper compétent et brave, parce que franchement la tâche est lourde. Bon, alors on referme l'épisode Gérard Collomb avec vos appels au 01 40 33 9000 pour parler d'une autre Colombe, mais qui est parti cette fois-ci du côté de Barcelone, et il a fait ses adieux hier, son au revoir, son départ officiel de Valls, donc de la vie politique française. L'ancien Premier ministre socialiste candidat à la mairie de Barcelone a officiellement hier démissionné de son poste de député à l'Assemblée nationale. Enfin. Poste qu'il a occupé avec une poignée de fois. Manuel Valls a pris la parole pour vanter son parcours et remercier la France. Voici ce qu'il a dit hier devant les députés. Alors que je vais quitter en effet cette Assemblée et la France pour un défi personnel, inédit, politique et profondément européen, je veux exprimer ma reconnaissance. D'abord à mon pays, à la France, un pays unique qui donne la possibilité à quelqu'un qui est né à l'étranger, qui a décidé d'être français à 20 ans, d'avoir un parcours politique, d'être maire, député, ministre et Premier ministre de la République. Mais je veux vous dire en terminant, Monsieur le Président, oui, que le Barcelonais, que le Français, que le Républicain et que l'Européen est reconnaissant aux Français et qu'il ne vous oubliera jamais, jamais. Merci. Voilà, discours des grands jours, donc pour Manuel Valls. Alors,
standing ovation de La République En Marche après ce discours. Et puis la France Insoumise qui s'est fait remarquer en pointant cette pancarte bon débarras. Alors la question, je vous la pose. Est-ce que vous saluez ce geste? Vous y répondez sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel, ou en nous appelant 01 40 33 9000. N'hésitez pas, et pour l'heure, vous êtes évidemment en grosse majorité. 95% de oui, vous le saluez, ce geste sur Twitter. 83 sur Facebook, vous continuez de voter en tous les cas. Nadir, est-ce que tu salues ce geste de la France Insoumise? Bah, je pense qu'il fallait dire quelque chose, donc c'est très bien qu'il l'ait fait comme ça. Au moins, ça rappelle que tous les élus à l'Assemblée nationale n'applaudissent pas son départ. Moi, je trouve que c'est scandaleux, c'est honteux. On l'avait déjà abordé. Imaginez un député d'origine algérienne ou malienne qui demain quitte la France. Je pense que ça se passerait pas comme ça. Et tiens, j'ai pas entendu non plus les identitaires et les corbeaux habituels s'exprimer là-dessus, notamment le Front National, là-dessus quoi. On les entend pas. Les Ciotti et compagnie qui sont toujours là à taper sur la banlieue et les gens d'origine X ou Y. Et là, bizarrement, on les entend pas. Donc, un gars comme ça qui était quand même Premier ministre quitte la France avec tout son historique et lâche des électeurs qui l'ont amené à être député. Et on l'applaudit comme ça, on le remercie. C'est quand même extraordinaire la France. C'est vraiment le pays, je crois par excellence du paradoxe. Quoi. Il a le taux d'absentéisme à l'Assemblée nationale. Ouais, dans les derniers trimestres. Incroyable. Hein. Et on l'applaudit, donc t'imagines. Et on l'applaudit, c'est-à-dire qu'on encourage finalement le mec qui est parti pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, commencer sa campagne à Barcelone où il est crédité de 5%. D'ailleurs, c'est un peu son chiffre qui lui porte bonheur ou malheur d'ailleurs. Voilà, il a été député avec l'argent des Français. Parti faire campagne. Il était temps que ça s'arrête quand même cette histoire, hein, Goundo. Bah oui, absolument. Comme tu l'as dit, hein, Nadir, c'est en fait on est dans l'aberration la plus totale. D'une part, les habituels, ceux qui hurlent à tout va dès qu'on n'est pas dans cette espèce d'identité française unique. Là, on ne les entend pas. Alors on sait très bien hein, qu'il y a des doubles standards dans ce pays. On est un peu spécialiste. Et puis surtout, moi je me rappelle quand même que la dernière élection de Manuel Valls a donné lieu à une polémique, que les voix ont dû être recomptées, qu'il y a eu pas mal oui, il y a eu une grosse polémique et il a été élu. Il ne s'est quasiment jamais présenté à l'Assemblée nationale, donc tout ça pour ça. Et ensuite, il dit ciao à tout le monde, à ses électeurs, à sa ville. Voilà, c'est pour moi c'est assez irrespectueux même de sa fonction et puis oui, c'est aberrant. Non mais moi je voudrais juste revenir sur le fait qu'en fin de compte lui et Collomb c'est la même chose, c'est des gens qui ne respectent pas les électeurs. Parce qu'ils ne respectent pas les électeurs. Ils ont été élus, lui on l'a quand même missionné quoi, il a même souhaité, il a participé au mouvement, il était l'un des premiers à rejoindre Macron. Donc il a fait campagne et tout ça et c'est des gens, tu vois, en termes d'engagement, ils vont pas jusqu'au bout. Et surtout quand ils ont des responsabilités comme ça ministérielles ou alors pour lui Valls en tant que député, c'est vraiment en fin de compte des gens qui sont là que pour le pouvoir et ils se dirigent en fonction de leur propre intérêt. Alors que c'est des gens qui nous ont fait la leçon sur l'intérêt national qui est prioritaire par rapport à un intérêt personnel ou quelconque. Et là, en fin de compte, on voit bien que c'est des gens qui sont simplement intéressés que de leur personne. Donc il faut absolument que les Français votent à toutes les élections et qu'on sanctionne ce type de comportement de la part de ces politiques qui nous font la leçon en permanence. Et ça, c'est insupportable, quoi. Il faut vraiment que les Français comprennent, quoi. Et sur le geste de la France Insoumise, Goundo? Bon, moi j'avoue que j'aime pas trop commenter les petits coups d'éclat de la France Insoumise parce que en réalité pour montrer son désaccord avec la politique des uns et des autres, c'est au quotidien et c'est dans leur propre politique à eux. C'est pas seulement pour encore une fois, pour moi c'est un peu du spectacle. Après, bon débarras Manuel Valls, c'est ce qu'ils avaient noté là sur leurs affiches. Oui, moi c'est vrai que j'adhère plutôt à l'idée qu'ils s'en aillent et qu'ils reviennent plus, quoi. Voilà. Alors quelques commentaires sur Facebook par rapport à la question que l'on pose. C'est Ali qui nous dit les insoumis font du cinéma, ils sont l'allié objectif de la politique d'Emmanuel Macron. Autre commentaire, ils ont raison. Ça c'est Sarah qui nous dit ils ont raison pour bon débarras Valls.
Et puis un petit casse-toi aussi. Voilà. Donc pour un autre auditeur sur Facebook France Maghreb 2, vous n'hésitez pas en tout cas à commenter, mais surtout voter pour nous dire si vous saluez ou non d'ailleurs ce geste de la France insoumise hier à l'Assemblée nationale. On vous a mis d'ailleurs la photo sur les réseaux, sur Twitter LGF officiel, et en nous appelant aussi au 01 40 33 9000. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Christophe. Bonjour, quel est votre prénom, cher monsieur? Salut. Saïd. Alors, bon débarras, Valls ou pas? Ben, ouais, je peux dire ça. Ben, je peux faire un petit commentaire. Cheval, il a tellement tourné sa veste qu'il a fini par tourner sa tête. Ah, ça c'est clair, oui, il a tourné sa veste. On rappelle quand même, pour ceux qui n'étaient pas au courant, que Valls a été maire d'Evry pendant pas mal de temps, et qu'il était, il y a encore à peine 10 ans, pro-palestinien. Il plantait des oliviers à Evry, je le rappelle quand même. Il plantait des oliviers. Quelques années après, on a vu ce que ça a donné, un virage à 180 degrés. Il les a arrachés, absolument, il les a arrachés, ouais. C'est ça. Il a tout arraché, il a tout. Puis là, voilà, bon, bah là, il a tout arraché du tout. Il a tout emmené là-bas à Barcelone. Oui, Saïd. Je crois que ça donne pas un bon exemple pour un politicien, quoi. C'est clair que oui. C'est triste pour la France en fin de compte. C'est hyper triste pour la France parce que quand on regarde notre situation et de voir qu'il y a des comportements comme ça encore en 2018, c'est qu'il y a vraiment une classe politique qui a vraiment pas compris les enjeux et les responsabilités qu'ils peuvent avoir vis-à-vis des Français et des millions de Français qui sont pour certains en grande difficulté dans différents domaines. Ouais. Parce que franchement, un responsable public qui s'en va au moment de difficulté, pour moi, c'est pas un politicien, ça. C'est des arrivistes pour moi. Oui, c'est vrai que ça, la carrière de Valls, bon, voilà. Un pays, il a besoin de compétences au moment de difficulté. C'est pas au moment de la facilité, quoi. C'est ça. Merci Saïd, en tout cas, pour ton avis sur Valls et sur la question du jour. À très vite, Saïd. Au revoir. Au revoir. 01 40 33 9000 évidemment pour prendre la parole. Il y a peut-être des gens d'ailleurs qui ne saluent pas ce geste, qui ne le comprennent pas ou qui, comme certains disent que la France insoumise ne cesse de faire du cinéma et qu'il y a qu'avec ça d'ailleurs qu'elle se fait entendre à l'Assemblée nationale. Vous pouvez nous appeler pour nous dire ce que vous en pensez. 01 40 33 9000. Sous-jacent un petit peu les propos de Gundo. Finalement, la France insoumise, ça n'a pas l'air d'être tes amis. En fait, comment dire Non, je trouve qu'ils sont traversés par beaucoup de paradoxes. Tu parlais des paradoxes tout à l'heure, que ça manque de cohérence. Après, il y a certaines figures que je respecte, mais globalement, c'est vrai que sur la question, par exemple, des violences policières, ils se sont positionnés parfois de façon assez honteuse, je trouve. Et donc, ils méritent pas nécessairement que je les applaudisse, quoi. Et encore une fois, comme l'a dit, comme l'a commenté là quelqu'un sur le Facebook du Grand Forum, c'est du spectacle, ce qu'ils font, vraiment. C'est du spectacle pour toi. Pour moi, c'est du spectacle. Bon, mais tu salues quand même le geste. Je salue le geste. Bon, vite fait alors. Oui, ils ont eu raison de le faire parce que je pense exactement la même chose. Donc ils l'ont fait, c'est bien. Quand tu réfléchis bien. C'est quoi l'autre moyen ou les autres moyens pour rappeler qu'ils sont contre cette façon de faire? Ils sont minoritaires, ils n'ont pas trop de moyens de s'exprimer, notamment sur ce sujet-là. Ils savent que ça va être retransmis, qu'il va avoir la télévision et les médias. Donc le seul moyen visible sur l'instant, je pense que c'était ça. Et puis la preuve, ça fait le buzz. Autrement, le fait de prendre la parole éventuellement, je pense qu'il y aurait eu moins de répercussions par rapport au fait qu'un des députés de la France insoumise prenne la parole et dise clairement son mécontentement ou rappeler un petit peu ce qu'il a pu faire. Voilà. Alors, donc je pense que c'était un bon buzz. Après, c'est vrai que politiquement, on va voir ce qu'en pense un électeur de la circonscription peut-être de Valls, Foued, qui nous appelle de l'Essonne. Bonjour Foued. Oui, bonjour monsieur. Concernant Valls, je peux intervenir s'il vous plaît? Vous êtes en direct, cher Fouad. Alors d'ailleurs, est-ce que vous faites partie de la circonscription de Valls d'abord? Oui, je suis aux Ulysses. Très bien, oui. Votre député, ça y est, il a démissionné. Concernant Valls, alors moi je vais lâcher une bombe. Valls, il était député dans l'Essonne, il était pro-palestinien. Maintenant, il est pro-sioniste. On sait que Barcelone, ils sont anti-sionistes. Donc, qu'est-ce qu'il est parti faire? Point d'interrogation.
je lâche une bombe, voilà. Ouais, enfin la bombe on la connaissait, hein, Ça pardonnez-moi. dépend. Le club du Barça, il est pro-sioniste. Hein. C'est le Real. Ouais, non, attendez, Barcelone, je sais pas, comme vous dites, ils sont anti-sionistes. Si effectivement, comme dit Nadir, si vous prenez le club du FC Barcelone, il est plutôt pro-sioniste. Ils soutiennent. Ils soutiennent, la colonisation, hein. Ouais. Messi en contraire particulier. de Messi, oui, Au niveau absolument. politique, ils sont anti-sionistes, hein. Ça, vous le Mais savez. c'est vrai que la population, Voilà. elle est différente. Et d'ailleurs, il paraît, parce que Jean-Paul conditionnait, que son principal conseiller à Valls serait d'extrême droite. Ouais, il à est Barcelone, hein. ouais. Voilà. Ouais, c'est ce qui a été annoncé. C'est ce qui a été dit. Mais donc, il l'a utilisé clairement, simplement pareil. pour son réseau. Hein. Oui. Après, au niveau des idées, bon, même si je Bon, pense qu'il est- Fouad, vous il est êtes pas d'accord mécontent sur finalement ce qu'il soit parti. Vous dites bon débarras alors. Non, mais je suis pas du tout mécontent. Je suis content plutôt, parce qu'il sert à rien ce mec. Il est, voilà. Ouais, on fait simple. Voilà. Voilà, c'est clair. Voilà. Merci Fouad. Merci, bonne continuation. Merci Au à revoir. vous aussi. Au revoir. 01 40 33 9 000 pour intervenir avec votre phrasé, avec vos phrasés, avec vos propos. Ce peuple qui s'exprime dans cette émission de Grand Forum. Nadir Kaya, Gundo Diawara qui sont avec nous. Fatima Wassak, on va lancer un avis de recherche. Hein. Wanted. Ouais, absolument. Ouais. Attention là, on va lui faire un bisoutage, un de ces quatre, un Gundo. Je sais pas ce que t'en penses, mais il faudra qu'on s'occupe Je suis d'elle. solidaire, moi. Oui, ça va. À tout de suite sur France Maghreb 2. On va parler de Redouane Faïd. Ça y est, il a été arrêté. 3 mois de cavale. Ça s'est fait sans violence, paraît-il, ce matin, à Creil. Gundo Diawara, elle est avec nous. Elle est conseillère prioritaire d'éducation, c'est ça? Principale d'éducation. Principale d'éducation. Ça fait longtemps que j'ai pas été à l'école, ça fait CPE en fait. Voilà. Conseillère principale d'éducation, Nadir Kaya, président de Banlieue Plus et les quartiers, et notre politologue Fatima Wassak qui a vraiment un esprit de ponctualité incroyable. Chère Fatima, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Ravi en tout cas de te revoir, ma chère Fatima. On va parler avec toi d'ailleurs dans ton avis tranché et j'invite tous les auditeurs à bien écouter et ils pourront donc appeler tout à l'heure pour réagir. On va parler de ce qui s'est passé à Garges et de cette violente bagarre. Hein, si on peut, je sais pas si on peut appeler ça d'ailleurs une bagarre, mais Non, c'est pas une bagarre. c'est pas une bagarre. C'est un non. lynchage. C'est un lynchage. Un lynchage. Vous avez peut-être vu d'ailleurs la vidéo avec ce jeune qui s'est caché sous une voiture. Et toi, tu proposes donc pour répondre à ce qui s'est passé, de mettre face à face deux méthodes pour tenter d'éradiquer tout cela. C'est la méthode Front de Mer et la méthode Pécresse. Enfin, contre la méthode Pécresse. Tu t'en expliqueras tout à l'heure au travers de ton avis tranché et les auditeurs évidemment pourront réagir. Nous parlions, et j'aimerais bien avoir ton avis dans un premier temps de la petite phrase prononcée par Gérard Collomb tout à l'heure lors de la passation. Puisque vous le savez, c'est le Premier ministre qui assure par intérim le poste. Voilà. Donc Gérard Collomb est reparti à Lyon. Et il a eu cette petite phrase à propos des quartiers en disant j'ai eu à y aller au cours de mon poste. La situation est catastrophique et nous vivions jusqu'alors côte à côte. Je crains que demain nous vivions face à face. Qu'est-ce qu'elle t'évoque cette phrase, Fatima? Ah, il a vraiment dit ça? Ah, il a vraiment dit ça, oui. Déjà, je trouve qu'il porte très bien son nom. Oui. Bah, vraiment. Hein. Lui, je crois que c'est la personne qui porte le mieux son nom. Apparemment, il est tellement embourbé là dans son histoire Benalla que il va repartir dans son fief là à Lyon. Qu'il a contribué à rendre nauséabond parce que voilà, Lyon c'est quand même la capitale. Après il y a des très très belles choses et très très bonnes choses à Lyon et justement je pense que c'est un peu cause à effet, mais c'est quand même la capitale des identitaires. Absolument. Donc le fait qu'il y retourne, voilà, c'est pas très étonnant. Voilà, mais il fait partie de ces gens, de ces va-t-en-guerre en fait qui alertent. Par rapport à un danger de guerre civile, etc., mais qui n'ont de cesse au quotidien de tout faire pour y aller, quoi. Donc bon, voilà. Après, lui vraiment. Bon. Ouais. Et puis alors la question du jour, c'est à propos de ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Manuel Valls a dit au revoir, a remercié tout le monde, il a salué et rappelé son parcours magnifique devant les députés En Marche qui lui ont réservé une standing ovation. En l'occurrence, la France Insoumise a brandi la pancarte bon débarras. Est-ce que tu salues ce geste de la France Insoumise hier, qui fait un petit peu le buzz d'ailleurs, où je rappelle 95% de tweetos saluent le geste, 83% sur Facebook, France Maghreb 2, pour continuer de voter. Fatima, le geste,
Est-ce qu'ils font du cinéma, la France Insoumise, ou Bah après, ça fait partie du jeu. Ouais. Ça fait partie du jeu parlementaire aussi. Voilà. Moi, j'aurais ajouté de Leon, tu vois, vraiment pour. Mais non, en fait, ouais, c'est très ironique. C'est très très ironique. Mais parce qu'en fait, j'ai pas complètement suivi, j'avoue. S'il perd oui. Valls, donc il est crédité de 5%. Il est crédité de 5% jusqu'alors. Il va perdre. Si tout va bien. Est-ce qu'il revient? Non, il a dit que non. Ah d'accord. Apparemment, il reste là-bas. Il aurait dit que non, il reviendrait pas. Colomski, il avait dit ça. Il avait dit qu'il irait jusqu'au bout. Il allait rétablir l'ordre en France. Ouais. Il revient long. Mais bon, bon, c'est que Valls, il est capable de tout. Ah oui. Je rappelle quand même qu'il était pro-palestinien il y a 10 ans. Il plantait des oliviers à Évry. Hein, donc oui, on a vu comment il a changé. Oui, mais s'il se prend encore une claque, parce qu'il en a quand même beaucoup des humiliations dans sa vie. Oui. Si il est encore humilié à Barcelone, bon, peut-être qu'il va éviter de revenir quand même. Je crois que celle-ci s'en remettra pas. Ouais. J'espère. Bon. Salim, justement là-dessus, nous appelle de l'Essonne. Salut Salim. Oui, bonjour tout le monde. Salut Salim. Bonjour. Alors, tu es un des habitants de la circonscription de Valls, ouais, anciennement Valls. Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève-des-Bois, d'accord. Ouais. En fait, moi, personnellement, j'applaudis à 500% son départ. Parce que j'estime que se mettre du côté des Palestiniens il y a 10 ans, c'était une bonne chose, mais retourner sa veste, je trouve que moi personnellement il a été, enfin moi c'est mon avis, hein. Moi je pense qu'il a été, il y a des gens qui ont mis la pression au-dessus. Ouais, je sais pas s'il y a besoin d'avoir une pression, voilà. Je sais pas moi, des gens de la LDJ, je sais pas moi, ou voilà quoi. Ouais. Bon, en tout cas, il s'est mis la pression de la LDJ, ouais, non, je pense qu'il s'est mis la pression tout seul. C'est possible. Il a des objectifs, il a un projet personnel. Bon, en tout cas, on voit que t'es content, ça c'est sûr. Ah, moi je suis à 100% content, hein, bon, très bien. Eh ben, écoute, tant mieux. Donc c'est la bonne nouvelle du jour. Merci Salim de l'Essonne. 01 40 33 9000 pour prendre la parole, bien entendu. Tiens, un petit zapping. Ah, il est bien ce zapping, vous allez voir. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Bon, ben voilà. Parce que les mots bamboula, d'accord, c'est maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu en djellaba. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Alors, dans le zapping aujourd'hui, j'aime bien cette jingle. Pour commencer ce zapping, écoutez Fabrice Eboué, je sais pas si vous l'avez vu, une vidéo qu'il a faite sur les réseaux sociaux, qui a été d'ailleurs extrêmement vue, pour parler de Macron et les Noirs. Ça s'est passé pour faire référence à ce qui s'est passé à Saint-Martin. Écoutez Fabrice Eboué. Non, juste cette petite vidéo pour dire qu'il y a un vrai problème avec notre président de la République, là. C'est-à-dire que dès qu'il voit des Noirs, il s'émoustille, quoi. Dès que c'est des Noirs torse nu. Ça a commencé à la finale de la Coupe du Monde, là. Il était dans le vestiaire avec les joueurs noirs torse nu, et le mec a pété un plomb. Tu vois, il était là, limite, il dansait le dambolo, quoi. Il était là, il a un problème, là, vraiment. Et là, à Saint-Martin, tu vois, il est avec le mec, il dit, t'es costaud, toi, tu devrais faire du bâtiment. Puis, qu'est-ce que c'est que cette... Et puis, il le tâte, tu sais, qu'est-ce que c'est que cette histoire, monsieur le président de la République? Vous avez trop regardé Casse Départ ou quoi? Moi, je le dis d'ailleurs. J'étais à l'école avec Macron, hein, vérifié. J'étais à la Providence à Amiens, et je m'en rappelle, dès qu'on était dans les vestiaires en cours de PS, dès que j'étais torse nu, tout de suite il s'émoustillait. Il venait vers moi comme ça. Je dis mais laisse-moi, Emmanuel, va voir la prof de français, quoi. Il y a un problème, mais c'est une aubaine pour nous les Noirs, hein. Il y a un mouvement qui peut se mettre en marche. Si vous avez une demande au président de la République de logement, de boulot, que vous êtes noir, allez demander torse nu. Voilà pour la petite vidéo de Fabrice Eboué. Thiagundo. J'avais pas vu du tout cette vidéo, j'en avais pas entendu parler non plus. Par contre, j'ai vu les images d'Emmanuel Macron. Ah oui, à Saint-Martin, qui ne les a pas vues? Pour moi, il s'inscrit dans la longue tradition du paternalisme que les politiques français peuvent avoir à l'égard des populations des îles, qui sont français également, mais qui sont traités bien autrement. Et Macron est assez spécialiste du traitement différencié, pour dire ça poliment, quoi. Il traite pas les gens de la même façon selon qu'on soit ouvrier ou patron d'une société. Enfin voilà. Moi, ces images, elles
elle me dégoûte plus qu'autre chose en réalité. Et oui, ça transpire le paternalisme, c'est de la com pure et dure, et y a rien à gratter, quoi. Toi, tu vas sur la petite vidéo de Fabrice Eboué là, Macron apparemment. Je l'avais pas vu non plus, mais est-ce que à un moment donné, quand même, dans sa vidéo, il dit qu'il copie Dieudonné? Ah non, il l'a pas dit ça. Non, parce que franchement, il peut lui payer des royalties. C'est vrai que t'as raison, je suis d'accord. Non mais attends, c'est tout copier-coller de A à Z. Bon, après ça c'est un détail. Ouais, sur Macron, c'est ça, et puis c'est pas que vis-à-vis des entiers, en réalité c'est vis-à-vis de tout ce qui n'est pas blanc dans le monde, hein. On se souvient quand il a débarqué, je crois que c'était au Burkina Faso. Oui. Il avait demandé au chef d'État, au président d'aller réparer la clim. Enfin, il a comme ça des propos ultra méprisants, effectivement, le ventre des femmes. Enfin, c'est un habitué, il a un rapport au corps noir notamment, qui est quand même très colonial, quoi. Donc maintenant, alors il faut pas oublier aussi un grand scandale quand même qui est latent depuis plusieurs années, mais qui enfin est un petit peu médiatisé. C'est notamment en Guadeloupe et en Martinique le scandale du chlordécone qui concerne en fait les terres qui ont été complètement pollués par des substances, par des pesticides, etc., qui étaient interdits depuis 20 ans, je crois, aux États-Unis, et qui ont été autorisés et exclusivement en Guadeloupe et en Martinique, pas en France évidemment, mais en Guadeloupe et en Martinique, sous la pression des béquets là-bas, et qui ont été donc autorisés pendant pratiquement 20 ans, il me semble. Voilà, et alors que les dégâts sont immenses, et que apparemment, je crois qu'il faut 400 ans pour réparer tout ça. Donc il y a comme ça des scandales sanitaires, des scandales qui sont énormes, et qui sont un petit peu qui passent un peu à la trappe à cause de ce genre de à cause de ce genre de fait, de comportement de Macron. Alors c'est important de le signaler, de le dénoncer, mais quand même il y a ce scandale là dont il faut parler. À dire sur non, c'est un non-sujet, vraiment rien d'intéressant. Saint-Martin, non, ça t'a pas choqué la petite photo avec les deux personnes torse nu, le doigt d'honneur d'ailleurs? Ouais, mais bon, après je pense qu'il lui était pas destiné. Je sais pas si le gars il a des remords. Après, moi je trouve que c'est un peu peut-être honteux par rapport à sa famille. Je sais pas s'il a une famille, mais bon, après vis-à-vis de Macron, non, il y a pas grand chose à dire. Après Macron, il est ce qu'il est maintenant. Je t'ai dit, moi de mon point de vue, on attend des actes. Après sa com, j'en ai rien à foutre. Si les Français ils aiment un peu cette com là, et ils sont capables de croire que parce qu'il va embrasser un noir ou faire la bise à une femme maghrébine, tout va changer. Non, il est comme il est à l'image de beaucoup d'hommes politiques en France. Ouais. Ça va pas changer comme ça. Et puis si les Français sont satisfaits de cette façon de communiquer, tant mieux pour eux. Alors un clash aussi maintenant dans ce zapping, c'était dimanche dans l'émission de Hardisson, dans Salut les Terriens le dimanche, Yacine Bellatar qui s'est véritablement prêté à un show en affrontant directement Gilles William Godladen. Écoutez. C'est quand même incroyable. Vous prenez comme représentant des musulmans. Non, c'est un blédard. Les musulmans n'ont pas choisi. C'est-à-dire que moi, si je pouvais voter, j'aurais limite voté pour Hatem Ben Arfa. J'aurais pas voté Chalgoumi. L'imam Chalgoumi, c'est quelqu'un qui a été menacé de mort des cinquantaines de fois. Rien que pour ça, j'ai pas envie de me moquer de lui. Non mais William. Bah oui. William, il est génial. Vraiment, j'adore cette émission. Mais je pense que Thierry fait partie de cela. William, à moins d'1 mètre de moi, de quoi vous m'avez traité 2 fois cette année sur RMC? 2 fois. Il paraît d'ailleurs que vous m'avez fait un procès, hein? La question n'est pas celle-ci. Non. Mais la question, elle n'est pas de dire les conséquences. Juste dites-le, comme ça va faire un moment ça part. De quoi vous m'avez traité? Non, monsieur Bellatar. De quoi vous m'avez traité? Monsieur Bellatar, vous vous êtes vanté, monsieur Bellatar, dans l'émission de monsieur Hardisson. Oui. Il y a déjà plus de 8 mois. Oui, de quoi vous m'avez traité? Mais je me souviens plus de quoi je vous ai traité. D'accord. De quoi je vous ai traité? Je sais pas, Golnadez, par où il passe en taxi ou en Uber pour avoir ses lubies. Mais un jour, il arrive chez les grandes gueules, là, qui ont une émission. Oui, bien sûr, une émission de qualité hors norme. Mais vraiment, le niveau est haut. J'adore. Et vu qu'ils sont là et qu'ils se montent la pression les uns les autres pour avoir un buzz, il a dit, Yacine Bellatar est islamiste. C'est-à-dire que pour Golnadez, je suis dans la même catégorie que Ben Laden. Ah non. Voilà, il est là sur un plateau avec moi. C'est-à-dire qu'il n'a pas trop peur des islamistes. Non mais dans mon esprit, un islamiste qui n'est pas radical, c'est pas quelque chose de péjoratif.
Je parle. Ouais, non. C'est une avancée conceptuelle. Mais quelle tristesse que le zapping n'existe plus. Quelle tristesse. Mais quelle tristesse. Vous aurais-je traité d'islamiste radical, monsieur Bellatar? Mais vous êtes avocat? Non, mais vous avez... Non, mais est-ce que vous êtes avocat? Je pense que oui. Mais je crois que la pire pub pour lui, c'est lui-même. Ah oui. C'est vraiment. Et pour répondre, ces gens-là, pour moi, c'est des tirailleurs. C'est-à-dire qu'ils vont mourir sur le champ de bataille qui est devenu la télé, en balançant des phrases. C'est à chaque fois de pire en pire. Ici, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est le privé. Ouais. Moi, je paye Consigny. Je paye Valls. Je les paye. J'ai le droit quand même, à d'avoir un avis sur ce que je paye. Quand on va au restaurant que l'entrecôte, elle est pas bonne, on appelle le chef. Voilà, Yacine Bellatar qui donc s'est accroché avec Gon Laden donc sur le plateau de Ardisson. C'est quoi? C'est du spectacle ou Fatima? Yacine Bellatar. Yacine Bellatar ou l'émission? Bon, l'émission oui, bon, c'est du spectacle. Enfin, mais Yacine Bellatar. Yacine Bellatar, franchement, il y a à boire et à manger, je crois, oui. Parce que enfin, tu vois, des fois dans ton zapping, d'ailleurs, il dit des choses très bien, des fois il dit des choses pas très bien. Bon, moi, ce genre de spectacle, comme je t'ai déjà dit, je suis pas du tout consommatrice, j'ai pas la télé chez moi déjà. Et puis vraiment, je me ménage moi-même, ma santé mentale, la santé mentale de mes enfants. Tu vois, c'est vraiment des trucs que je regarde pas parce que je trouve ça très très violent. Souvent, c'est des débats qui servent vraiment à rien du tout. Enfin, tu ressors de là, t'as rien appris. Ça t'a pas grandi, ça t'a pas enrichi. Voilà. Après, je sais que ça cartonne sur les réseaux sociaux juste après parce que voilà et ça enrichit Ardisson parce que du coup c'est des quand il y a des buzz comme ça, du coup c'est Ardisson qui engrange quoi. Ouais. Donc voilà, c'est très bien que le monsieur puisse s'enrichir, mais voilà, c'est des débats qui sont vraiment stériles. Après, si certains sont voilà, ça fait plaisir à certains de voir que Bellatar casse. Tu vois, Gon Laden là qui le mérite amplement. Bon voilà, après c'est du divertissement, mais bon voilà. Bon, Nadia. Qu'est-ce que tu veux dire après ça? J'ai même plus envie de répondre, moi qui regarde la télé, qui est accro à ce genre d'émission. C'est un truc de dingue. H24. Non, moi Bellatar. Et qui passe à la télé d'ailleurs. Moi, j'apprécie l'individu. Je rappelle que Bellatar fait partie des chroniqueurs officiels de Pujadas sur LCI. Ouais, c'est très bien. Donc Diallo d'ailleurs. Ouais, il faut de la diversité. On s'est battu pendant des années pour avoir de la diversité. Bon, j'aime pas ce terme-là, mais bon, des Noirs et des Maghrébins ou des Arabes à la télé. Donc moi, je trouve que c'est bien parce que bon, il est quand même proche du gouvernement. Donc il peut influer sur certaines choses, j'espère, parce que je l'avais rencontré une ou deux fois et je pense qu'il va essayer de faire. C'est très difficile quand on connaît un petit peu le jeu politique. Mais après, quand on sait que lui aussi, contrairement à ce que vient de dire Gon Laden, il est régulièrement menacé. Il a été menacé de mort, ses enfants aussi, parce qu'aujourd'hui, il incarne l'arabe qui tient tête à certains propos, à certains discours. Après, le jeu du show, c'est comme ça. Moi, je suis d'avis à ce qu'il faut paraître, il faut être dans les médias parce qu'on nous a trop mis de côté depuis longtemps. Après, il exprime une pensée et des idées ou une volonté de réagir sur des sujets qui sont propres à beaucoup de gens, je pense. Moi, je me retrouve dans certains de ses discours. Il est quand même courageux parce que quand on fait de la télé, quand on est exposé comme ça, il y a des vraies menaces qui pèsent sur la personne. Et quand on voit un petit peu toutes les personnes qui ont eu affaire à lui et quand on voit la haine de certains sur certains propos, on sent qu'il y a des choses qui sont pas réglées en France. Et lui, il incarne malheureusement tous ces minorités qui veulent s'affirmer et ne pas accepter certains propos et certains débats. Et donc aujourd'hui, il est invité, certes, mais il est quand même régulièrement. On lui tire dessus pour ce qu'il représente. Oui, quand même dire que le vrai courage, en vérité, le vrai courage, c'est de pas participer à ces émissions. C'est ça le vrai courage, c'est de dire à un moment donné. Collectivement et politiquement. Est-ce qu'on laisse la chaise vide? Oui, exactement. Faut dire on boycotte. En fait, ces émissions, c'est juste pour, au final, humilier. Parce que quand tu regardes comment sont constitués les plateaux, de toute façon, 9 fois sur 10, les Noirs et les Arabes sont humiliés. 9 fois sur 10. Après, de temps en temps, il y a ça, il y a Bellatar qui s'en sort, il y a Rokhaya Diallo, etc. Ça. Mais en fait, 9 fois sur 10, les Noirs et les Arabes qui sont sur le plateau sont là pour jouer ce jeu de l'humiliation, de la disqualification, etc. Mais si, c'est un jeu de dupes, ça, on le sait très bien. Enfin, il y a Bourdieu, déjà, il y a des décennies qui a écrit là-dessus. Donc donc le vrai courage en réalité politique, si on était organisé, c'est de dire voilà, ça on n'en veut pas, on boycotte, on veut d'autres émissions
quitte à les faire nous-mêmes. Voilà, il y a des médias qui existent aujourd'hui, des médias alternatifs. La preuve, ici, il y a des espaces médiatiques qui peuvent exister, qui peuvent être autonomes, qui peuvent être de qualité, etc. On n'est pas obligé d'aller se plier à ce jeu malsain. Donc, non, moi, je suis pas d'accord sur cette notion de courage. Moi, je trouve qu'au contraire, quand on a du succès, lui, il se trouve que c'est un artiste. Voilà, c'est un artiste, c'est un comédien, etc. Bon, voilà, il a du succès. Voilà, qu'est-ce qui l'oblige à aller comme ça sur les plateaux? Voilà, on peut pas qualifier ça de courage. Le vrai courage, ça aurait été de dire non, moi, je participe pas. Surtout, encore une fois, vraiment avec Ardisson comme chef d'orchestre. Enfin, ce monsieur est tellement dégoûtant depuis des décennies. Lui, il est dégoûtant. Tu vois, on n'arrête pas de le dire. Et vraiment, il s'enrichit sur les buzz malsains que lui-même provoque. Ouais. Non, au contraire, moi je pense qu'encore une fois, le vrai courage, c'est de boycotter. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas la télé. Tu boycottes? Complètement. Ces sujets-là, moi, ce qui m'inquiète vraiment beaucoup, c'est qu'on est en train de faire avec ce genre d'émission et surtout, enfin pas seulement l'émission, hein, parce qu'il y a l'émission, il y a les propos qui y sont tenus, mais il y a surtout le fait que ça alimente énormément d'articles derrière, de polémiques même entre nous. Et finalement, même sans le vouloir, c'est comme si on leur donnait un petit peu de force, parce que si on m'interpelle en me disant tiens, Gundo va voir la vidéo, et en fait ça les fait exister tout ça. Et ce qui m'inquiète vraiment, c'est que on est en train en acceptant de jouer ce jeu-là, en fait, on participe à la banalisation de propos haineux qui sont tenus et humiliants, comme le disait Fatima, qui sont tenus sur les plateaux télé. Alors bien sûr que les personnes qui y vont n'y vont pas avec l'objectif de se faire humilier, d'avoir ce rôle un peu d'altérité là. Non, ils y vont pas pour ça. Et puis ils se défendent. Certains y arrivent mieux que d'autres. Ils le font, mais les émissions elles sont montées par exemple. Oui, c'est ça. Ils ont pas pris. Alors ça peut être aussi, on peut dire éventuellement, si c'est pas en direct, j'y vais pas, parce que on connaît les pratiques du montage lorsque c'est des émissions enregistrées. Et d'ailleurs, dans l'émission d'Ardisson et la récente polémique autour de Zemmour en est une belle preuve, c'est qu'ils ont coupé une grosse partie de la séquence. C'est pour ça qu'il était vert de terre que Absatou le Poucave en fait. Tu vois, il était vert parce qu'en fait elle a dit voilà, en fait ça a été monté à un moment donné, on la voit sourire, rire à un propos de Zemmour. Et en fait elle a montré par A plus B, parce qu'elle avait l'ensemble, en fait l'intégralité de la séquence, elle a montré que ça avait été monté par Ardisson pour en fait la faire rire, tu vois, à un truc raciste que venait de dire Zemmour. Ça c'est la preuve de la manipulation. Mais je pense que Ardisson il accepte pas en fait. Tu vois, lui il pose ses conditions, il accepte pas que tu viennes dans une émission en direct, évidemment. Il sait très bien ce qu'il fait lui. Donc il sait très bien qu'il peut instrumentaliser le montage pour aller dans le sens qu'il veut donner à l'émission. Moi j'entends ce que vous dites, il y a sur certaines choses je suis tout à fait d'accord, sur d'autres moi je suis d'avis quand même, parce que les années sont passées et on en est toujours à ça. Moi je pense qu'il faut se montrer, il faut si possible avoir des personnes qui soient capables de leur répondre bien comme il faut, parce qu'entre temps on a nos jeunes, parce que même si toi tu dis tu ne regardes pas la télé, c'est pas plus mal, c'est peut-être la solution ou l'une des solutions, mais globalement la masse des citoyens issus des quartiers populaires regardent ce genre d'émissions et sont ça friands. C'est une erreur, c'est aux parents. Le problème c'est en termes de temps. Non, c'est aux parents d'éteindre la télévision quand ils ont leurs enfants à la maison. Moi je vois il y a des parents, ça je le dis, il y a des parents qui ont des enfants petits et la télévision elle est allumée sur ces merdes. En plus on parle d'Ardisson, mais il y a pire qu'Ardisson, il y a Pascal Pro. Il y a un problème générationnel, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été habitués. Non mais je suis d'accord sur le fait que. Et les dessins animés, Fatima. Mais quel rapport entre les dessins animés, Pascal Pro? Non mais la télé, on l'éteint vraiment pour tout. Fatima, concrètement, les gens issus des quartiers populaires et notamment les jeunes et les plus fragiles par rapport à ce genre d'émission ne peuvent pas eux du jour au lendemain arrêter la télé. Donc concrètement, ils vont continuer à regarder. Donc je pense quand même que malheureusement, le temps qu'on imagine ou qu'on puisse éventuellement s'organiser, comme tu le dis, en off, c'est-à-dire que les gens prennent conscience réellement qu'il faut passer à autre chose. Là, on n'est pas en off. Non mais c'est-à-dire en off, c'est-à-dire à l'extérieur, faire comprendre, faire bouger les gens. Tu sais très bien globalement les gens ne bougent pas. Nos propres enfants. Oui, ça passe par nous. Mais je te dis globalement, les gens qui sont issus des quartiers populaires sont friands de ce genre de débat parce qu'ils ont été habitués depuis petits. Donc on peut pas changer du jour au lendemain. Donc moi je pense qu'en attendant, en travaillant sur une transition éventuellement avec des gens qui réfléchissent et qui posent des alternatives, là moi je pense qu'il faut des gens chez nous en termes de représentativité, parce que beaucoup de jeunes. Tu reproduis en fait. Oui, mais on peut pas couper du jour au lendemain. On peut pas couper le système du jour au lendemain. Non, c'est pas possible. Entre temps, il y a des années qui passent. Si on était organisé, si on avait une éthique. Non, il y a pas de si. Moi, je le dis. Moi, je dis, voilà, les gens qui vont à la télévision comme ça sur des émissions montées par Ardisson et par Pascal Pro, etc. Moi, je le dis, c'est une honte. Voilà, c'est une honte parce que 9 fois sur 10, ils sont humiliés. Du coup, c'est nous aussi qui sommes humiliés. Moi, c'est pour ça que j'ai pas la télé. Moi, je supporte pas de regarder ces émissions. Je me sens humiliée. Je sens ma famille humiliée, mes enfants
humiliés. Moi, jamais j'imposerais ça à mes enfants. Mes enfants, alors j'espère, Inch'Allah, que ça va se passer comme je le souhaite, parce que voilà, j'en ai quand même la responsabilité, c'est nous qui éduquons nos enfants. Moi, mes enfants, non, il y aura pas d'habitude qui aura été prise ou je sais pas quoi. J'espère que justement, d'accord, mais de façon ils auront globale, un regard concrètement, critique. qu'est-ce qu'on peut faire Moi, c'est pour ça que moi, je donne mon avis clair et précis. Je dis aux gens, prenez vos responsabilités, arrêtez de regarder ces émissions de merde. Voilà, arrêtez arrêtez. Si, ça suffit. Fatima, concrètement, ça fait 30 arrêtez ans. de relayer, Arrêtez de relayer ça. Ça fait 30 ans qu'on regarde ce genre d'émission. Moi, je le dis, toi, tu le dis, Gundo le dit, Christophe. Voilà, si on est plusieurs amis. C'est ce que je disais tout à l'heure. Entre temps, les années passent, le temps passe. Et en même temps, c'est pour ça que je disais tout à l'heure. Eh, merci. Il y a des médias aujourd'hui de plus en plus par rapport à 10-15 ans qu'il y a d'autres médias. Et alors, mais qui marchent de plus en plus, On peut les citer. Mediapart. On peut les citer. Mediapart, Bondi Blog. Bondi Blog, absolument. Ouais. Non mais Fatima, moi j'entends ce que tu dis, j'entends aussi ce que dit Nadir. Et il y a deux positions finalement qui s'opposent, mais qui finalement peuvent être assez communes. Parce que aujourd'hui, effectivement, il y a ces émissions qui sont là. Et si elles sont là, c'est parce qu'elles marchent, parce qu'il y a un public. Je crois bien que les responsables des chaînes, que ce soit CNews, BFM et compagnie, si ce type de mission ne marchait pas, s'il n'y avait pas un appel d'air, ils arrêteraient tout de suite. Ils feraient absolument autre chose. À l'image d'ailleurs ce qu'avait dit Patrick Lelay sur le cerveau disponible pour Coca-Cola, vous vous souvenez, donc sur TF1. Aujourd'hui, on a des émissions effectivement qui sont de moins bonne qualité, pour ne pas dire pourries, par rapport à ce qu'on a connu à notre époque. Je veux dire, quand on était plus jeune, c'est quand même autre chose. Le Club Dorothée à l'époque, bon, c'était autre chose. Voilà. Bon, voilà, aujourd'hui, il y a cette possibilité à certains d'aller affronter tous ces gens qui parlent en votre nom et qui parlent et qui racontent des conneries à longueur de plateau, Fatima. Mais pas du tout. Mais qui sont les producteurs, qui sont les animateurs, c'est qui les gens qui gèrent, c'est qui les patrons sur ces émissions. C'est ça qu'il faut regarder. Après que telle personne vienne. Et d'ailleurs, c'est des personnes qui sont sur des sièges jetables. C'est-à-dire que dès que la preuve avec Absat aussi. Ouais, tu vois, donc c'est-à-dire que dès que tu rentres pas dans le rang, dès que tu joues pas le jeu. Mais parfois le jeu d'ailleurs c'est d'être le radical de service. Des fois c'est ça le jeu. Ouais. Donc dès que tu joues pas le jeu, tu dégages. Donc voilà, on n'a pas pris sur ces émissions-là. On n'a pas du tout pris sur ces émissions-là. Il vaut mieux investir d'autres espaces médiatiques. Il vaut mieux les investir à fond. Comme et puis nous, encore une fois, il faut être radical et dire voilà, moi en tout cas c'est pas ce que je fais, c'est pas ce que je fais avec mes enfants. Moi je suis pas misérabiliste moi vis-à-vis des gens. Après voilà, chacun prend ses responsabilités. Je dis juste que ça c'est des émissions vraiment qui font du mal. Tu vois, c'est exactement la même discussion qu'on avait eue sur les fast-food. Ouais. Et à un moment donné, c'est pas parce que Merci d'être avec nous avec Gundo Diawara, Nadir Kaya et Fatima Wassak qui sont avec nous aujourd'hui jusque 18h en ce mercredi 3 octobre. Et le voilà, cet avis tranché que tout le monde attend, bien sûr, quand Fatima est là. L'avis tranché de Fatima Wassak, c'est parti, jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. Fatima Wassak, un avis tranché concernant les événements qui se sont déroulés à Garges et tu proposes deux méthodes. La méthode front de mer contre la méthode Pécresse. Oui, j'aimerais revenir sur cette vidéo où l'on voit une dizaine d'adolescents s'acharner sur un seul ado et le lyncher avec des battes. Ça se passe à Garges-les-Gonesse, mais en réalité ça se passe et ça peut encore se passer dans beaucoup de quartiers de la région parisienne. Alors il s'agit d'une violence horrible, choquante et qui doit nous interpeller parce que ce qu'on voit dans cette vidéo, ce n'est pas des violences entre gangs ou violences entre bandes comme on les appelle dans les médias. Quand on regarde cette vidéo, on voit des enfants s'entretuer et il s'agit de nos enfants, de nos petits frères. Voilà, et deux questions en regardant cette vidéo. La première, comment c'est possible? La deuxième, que doit-on faire, nous, parents des quartiers, pour que cela n'arrive plus? Alors, comment c'est possible? Eh ben, c'est très simple. Démantèlement des services publics non répressifs, discrimination raciste dans l'accès à tous les espaces sociaux, système scolaire de plus en plus inégalitaire et qui laisse très peu de perspectives positives avec des écoles de seconde zone, les plus grands du quartier qui partent dès qu'ils ont la possibilité parce que justement ça craint, pas d'éducation populaire, etc., etc. Avec une très lourde responsabilité des collectivités territoriales, des partis politiques et des gouvernements qui font tout pour entraver ou pour saboter l'organisation des quartiers populaires, en particulier les associations de quartiers, à partir du moment où cette organisation n'entre pas dans un plan clientéliste ou électoraliste. Alors, que doit-on faire pour que cela n'arrive plus? Aujourd'hui, il peut y avoir un sentiment d'impuissance dans les quartiers et un silence pesant dans nos organisations politiques. Par contre, ceux et celles qui sont responsables, justement, en grande partie de cette situation, ne se taisent pas. Au contraire, c'est sans honte qu'ils viennent avec leurs solutions. Alors, quelle solution? Celle du président Emmanuel Macron, par exemple, il y a quelques mois, à l'occasion de son discours fleuve sur les banlieues. Solution, se surveiller les uns les autres, se fliquer les uns les autres,
Tout simplement, voilà l'ambiance que M. Macron veut installer entre nous dans nos quartiers. Autre solution, celle de certains élus en région parisienne, armer la police municipale. Voilà, les mêmes élus qui ne veulent pas mettre à disposition des locaux pour les associations de parents et qui les torpillent dès que ces associations ne sont pas aux ordres, sont ultra actifs pour demander plus de répression. Quand on sait que la police a été condamnée pour contrôle au faciès, je le rappelle, donc les Noirs et les Arabes ont 20 fois plus de chances d'être contrôlés que les Blancs, avec son lot d'humiliation. Quand on sait également que 12 à 15 jeunes hommes noirs et arabes meurent chaque année dans les mains de la police et que cette police agit souvent en toute impunité. Voilà, quand on sait tout ça, moi, ça ne va pas du tout me rassurer d'envoyer mes enfants jouer à l'extérieur si je sais qu'il y a encore plus de policiers armés dehors. Voilà, mes enfants sont-ils condamnés à vivre enfermés? Voilà, et en quoi plus de répression, plus d'armes dans nos quartiers vont régler le problème de la violence? Dernière solution en date, vous l'avez vu, celle de Valérie Pécresse, donc Madame la présidente de région qui a sucré une bonne part des subventions aux associations de quartier ces dernières années. Sa solution, doublement des peines de prison pour les jeunes habitants des quartiers. Voilà. Donc nos enfants ont 2 fois moins de chances de s'en sortir parce qu'ils vivent dans des quartiers relégués, mais ils seront 2 fois plus punis que les autres pour les mêmes délits. Voilà l'équation de Madame Pécresse, équation simple. C'est comme ça que fonctionnent les mathématiques quand on a une logique de classe et une logique raciste. Alors j'ai entendu ici et là des gens dire mais elle est complètement perchée, ça passera jamais, elle est ridicule, c'est anticonstitutionnel. Voilà, je réponds à ces gens-là qui ne connaissent pas bien le pays dans lequel ils vivent. Je rappelle par exemple qu'à la fin des années 80, quelques personnes parlaient d'exclure des lycées les adolescentes et les jeunes femmes qui portaient un foulard. Alors beaucoup disaient à l'époque qu'il ne fallait pas faire attention, que c'était une bande d'énergumènes d'extrême droite, que ça ne passerait jamais parce que justement c'était discriminatoire et donc anticonstitutionnel. 15 ans après, en 2004, bim, était adoptée la loi qui interdit le foulard à l'école à la quasi-unanimité. Je rappelle que c'est passé crème. Presque plus personne à l'époque ne parlait de discrimination. Le débat s'était déplacé au fur et à mesure sur le principe de laïcité et la question des droits des femmes. Voilà, et la Constitution n'y a rien fait. Il faut aussi rappeler que c'est grâce aux luttes, notamment du mouvement Immigration Banlieue, du MIB, qu'a été abrogée la double peine, parce que sinon on y serait encore. Donc les dirigeants en France peuvent très bien faire voter cette solution, cette nouvelle loi d'exception, cette double peine que teste Valérie Pécresse dans l'opinion publique, et ils diront que ce n'est pas discriminatoire, que c'est pour tel ou tel, que c'est pour lutter contre le réchauffement climatique par exemple. Ils peuvent tout inventer. Voilà, il leur faut juste le temps de travailler les cerveaux. Voilà, et tout ça peut très facilement passer d'ici quelques années. De toute façon, en vérité, c'est à nous de prendre en main le sort de nos enfants. Faut pas attendre d'Emmanuel Macron, de Valérie Pécresse ou d'autres qui protègent nos gamins. Au contraire, si nous ne faisons rien, eux vont faire, dans la continuité de ce qu'ils ont déjà fait et de ce qu'ils ont en réalité déjà détruit. Car pour lutter contre les violences, et en particulier celles entre jeunes dans nos quartiers, la seule solution, c'est d'investir l'espace public. Voilà. On n'est pas simplement chez nous, dans nos appartements, dans les HLM. On est chez nous, dans les rues, dans les parcs, dans les locaux associatifs, dans les écoles, à la mairie. On est chez nous, partout. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut lutter contre la politique que mène notamment Emmanuel Macron, qui détruit tout ce qui reste de solidarité dans nos quartiers et qui tend à installer un système individualiste et de mise en concurrence généralisée, donc un système qui produit de fait de la violence. Il faut s'engager politiquement dans tous les espaces politiques possibles, les conseils de quartier, les conseils citoyens, délégués de parents, délégués de locataires, élections municipales, etc., etc. Si ça suffit pas ou si c'est trop verrouillé, il faut créer des espaces politiques. Voilà, on est descendants de résistants qui ont libéré leur pays de décennies de colonisation. Voilà, en matière de lutte, c'est pas les idées qui manquent. Il faut aussi mettre en commun nos expériences particulières en ce qui concerne les violences interquartiers. Il y en a beaucoup, même si elles sont peu connues. Il faut les valoriser. Des gens se sont mobilisés, continuent de se mobiliser à Fresnes, avec notamment Alma Mikanouté, à Grigny, avec Aboubacar Sakanoko et sa team, à Bagnolet-Montreuil, avec à l'époque la PIC, dans le 19e, à Saint-Denis, à Villiers-sur-Marne, etc., etc. Voilà, il faut voir ce qu'on peut faire ensemble. En tout cas, Front de Mer fera sa part là-dedans. Voilà, des choses sont en cours. On aura l'occasion d'y revenir ici bientôt à la radio. Enfin, il faut que nous, parents en particulier, nous nous organisions en collectif de parents autour de petites choses. Voilà, il faut se donner du temps, ça va se faire sur la longueur. Voilà, il faut s'organiser autour de jardins partagés, autour d'ateliers pour les enfants, autour de discussions au café, peu importe. Il faut qu'on s'organise collectivement et qu'on choisisse les stratégies collectives plutôt que les stratégies individuelles qui mèneront la plupart de nos enfants à leur perte. Car ce n'est pas parce qu'on enferme nos fils dans leur chambre en se disant c'est pas grave, je préfère qu'ils passent H24 sur les jeux vidéo plutôt qu'il aille dehors avoir de mauvaises fréquentations. C'est pas parce qu'on
qu'on fera ça qu'on sauvera nos garçons. Voilà, pour résumer, il faut prendre le pouvoir. Voilà, je le dis, il faut prendre le pouvoir dans nos quartiers, le pouvoir de nous gérer nous-mêmes pour nous-mêmes, le pouvoir de faire que nos enfants vivent dans des espaces bienveillants, non violents, non répressifs, qu'ils grandissent bien dans leur peau, qu'ils grandissent curieux, ambitieux, heureux, le pouvoir que nos enfants vivent tout simplement, et ne pas se retrouver à les pleurer à leur enterrement dans l'indifférence générale. Voilà, justement, pour terminer, un mot pour dire que les habitants et les habitantes de Garges-les-Gonesse vous invitent, amis auditeurs et auditrices, à venir, pour ceux et celles qui peuvent, à un rassemblement donc à Garges-les-Gonesse ce dimanche 7 octobre à 16h, place Nelson Mandela, pour dire stop aux violences interquartiers. Voilà, moi j'y serai, et ce serait bien qu'on y soit nombreux et nombreuses pour exprimer aux habitants de Garges, aux mamans en particulier, notre solidarité. Merci Fatima pour cet avis tranchant comme d'habitude. Tiens, Gundo, petite réaction par rapport à cet avis tranché, auditrice, auditeur, vous pouvez nous appeler évidemment pour nous dire un petit peu si vous partagez un petit peu l'avis de Fatima. Gundo. Alors je partage à 1000% tout ce que vient de dire Fatima. J'ai été assez marquée par les images que j'ai vues, qui sont quand même insoutenables. Comme le dit Fatima, il faut investir ces quartiers. Il y a plein d'initiatives qui ont fait leurs preuves. Alors dans certaines villes, bien sûr, le calme est revenu, même s'il est souvent précaire, parce que les jeunes peuvent se trouver d'autres prétextes pour entrer en conflit. Mais dans tous les cas, moi je pense que le seul tort qu'on aurait, ce serait en fait de ne pas essayer, de ne pas investir les quartiers, de ne pas essayer de mettre en place des espaces de discussion entre ces jeunes, des espaces où ils pourraient également se connaître en fait. Voilà, c'est ça, c'est la connaissance les uns des autres qui permettra, je pense, de désamorcer au moins un petit peu ces conflits-là, sachant qu'en plus ces jeunes parfois sont en conflit pour des raisons. Mais comment on en arrive là, je veux dire, parce que c'est pas d'aujourd'hui en même temps à l'égard de bande. Hein. Par rapport à ce qui vient d'être dit, moi je me souviens de l'époque où déjà on avait des soucis interquartiers avec des villes voisines. On avait exactement les mêmes problèmes, la même violence. Parfois dans une même ville. Hein. Ouais, non, mais à Gennevilliers là, actuellement c'est le cas, et puis à Asnières, et bon il y a des soucis, l'île Saint-Denis avec Villeneuve-la-Garenne, ça a toujours existé malheureusement. Et je me rappelle, on faisait déjà certaines initiatives d'un point de vue sportif ou autre, où on rassemblait les différentes personnes qui étaient mêlées à ces histoires, ou des gens de la famille. On faisait des rencontres sportives, des discussions, des débats, et on essayait de désamorcer un petit peu cette violence. Mais le problème, il est plus complexe que ça, parce que nous à notre niveau on peut le faire, parce qu'on n'a pas trop de moyens, et ça c'est des moyens humains qu'on peut mettre de façon rapide en place. Mais il faut prendre aussi la part de la responsabilité des politiques, et c'est pour ça que moi j'insiste sur le fait que les politiques c'est une chose, il faut taper dessus quand ils sont injustes, quand ils font pas leur travail, leur job. Mais il faut bien comprendre que les quartiers populaires, s'ils veulent que les choses changent, ça passe par eux. Donc on a besoin des politiques parce qu'ils sont là pour nous. C'est nous qui les payons avec nos impôts, faut pas l'oublier, faut pas les mettre au-dessus de nous. Mais c'est un travail qu'il faut faire entre nous. Et ça, que ça soit sensibiliser les parents de façon permanente, le père comme la mère, même s'ils sont dans des situations difficiles, les frères, les grands frères. Tout le monde doit participer à cette citoyenneté dans les quartiers populaires pour désamorcer les problèmes, mais surtout pour faire de la prévention. On doit être maintenant, et c'est plus possible. Je t'ai dit, moi j'arrive à un âge, c'est bon, il y a des situations, je sature, je me dis c'est pas possible, on n'a pas évolué. Pourtant on a de plus en plus de compétences dans les quartiers populaires. Donc à un moment donné, on a de moins en moins d'endroits, on a de moins en moins d'outils, on a de moins en moins de subventions. C'est-à-dire, tu dis, il faut il faut créer le rapport de force avec les politiques et leur faire comprendre qu'ils sont à notre service. C'est ça le problème, c'est que les politiques, tu vois, c'est les premiers à demander police municipale, armée, etc., etc. Sauf que dans le même temps, ce qui n'est pas la solution. Mais ce que je veux dire, mais ce qui est grave, ce qui est honteux, c'est que dans le même temps, ils sucent les subventions. Ils ne filent pas de locaux. On n'a même pas de locaux où se réunir. Les parents aujourd'hui dans les quartiers, il faut le savoir, n'ont pas de locaux où ils peuvent se réunir en région parisienne. Voilà, c'est-à-dire que si tu rentres pas dans leur plan là, carriériste et électoraliste, tu n'as rien. Donc on va pas se réunir dehors sous la pluie. Enfin, les conditions ne sont pas réunies. C'est pour ça que il faut braquer. Faut vraiment, moi je le dis, c'est pour ça que je disais, il faut prendre le pouvoir, il faut braquer, il faut imposer, parce que imposer un rapport de force. On s'en sortira pas. Rapport de force. Un rapport de force intelligent. Bon. Citoyen. En tout cas, c'est vrai que, mais c'est pas un problème c'est pas d'aujourd'hui. Non, c'est pas un phénomène d'aujourd'hui. Mais c'est dramatique quand même de voir quand même que d'un quartier à un autre,
on peut se taper dessus pour des broutilles en plus, pour des idioties. Il y a de tout, il y a pour les trafics, il y a pour un regard, il y a juste pour le fait de parce qu'aussi dans le jeu des réseaux sociaux aussi qui est malsain aujourd'hui, c'est de démontrer qu'on est un vrai bonhomme, donc on va attraper à 10 le mec d'à côté et montrer qu'on est là. C'est de la stupidité, ça aussi c'est un problème d'éducation et tout ça, mais il y a derrière tout ça, il y a d'autres problématiques qui sont liées et qu'il faut aussi s'atteler à résoudre très rapidement. On va à Marseille avec Khela qui nous y attend. Bonjour Khela. Bonjour à tout le monde, bonjour à Paris, j'espère que vous avez du beau temps comme chez nous. Je ne peux pas rester indifférente à vos débats. Étant une ancienne beurette de l'époque des années 80 où j'ai été mise en avant pour beaucoup de choses, ce que je peux vous dire, j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Fatima. Je peux être d'accord avec vous sur l'état des lieux. L'état des lieux, nous n'avons plus de subventions dans les quartiers, un manque de cadres, un manque d'outils, les institutions se désintéressent, etc. L'éducation nationale, n'en parlons pas. Je suis d'accord avec vous sur l'état des lieux. Je peux vous raconter tout ce qu'on a fait, et vous en avez un petit peu parlé des années 80. C'est vrai que nous avons bougé, c'est vrai que nous avons travaillé, et nous avons été encore plus loin. Nous avons en 1986, parce que nous, la solution, elle n'est plus de bouger dans les quartiers, parce qu'on l'a expérimenté. On a expérimenté beaucoup de domaines. Et il y a un domaine que nous avons expérimenté et qui n'a jamais été repris. Et là, vraiment, j'attends de notre jeunesse qu'elle réalise que c'est le domaine où il faut foncer. En 1986, il y a eu les législatives à la proportionnelle en France. À Marseille, nous avons négocié à droite. À cette époque, aucun nom arabe n'apparaissait sur les listes jusqu'à ce jour. Il n'y a jamais eu d'élu arabe. Donc, on a négocié avec la droite, ils nous ont refusé. On a négocié avec la gauche, ils nous ont refusé. Nous avons monté notre propre liste. Ça a été la première et unique expérience en France. Pourquoi unique? Parce que nous sommes arrivés à être candidats après avoir été subi des pressions, après avoir été convoqué à Paris, après avoir fermé des commerces des gens qui nous soutenaient. Moi-même, j'ai été licenciée pour raisons politiques, etc., etc. Et après avoir été vendue par une partie de la communauté, bien sûr. Nous avons maintenu cette liste et nous avons été candidats. Je pense que c'est mais quand nous avons été convoqués par Gaston Defferre, qui était ministre de l'Intérieur, vous savez ce qu'il nous a dit? Moi, je le connaissais bien parce que j'ai travaillé avec lui. Il nous a dit, votre communauté n'est pas politisée. Votre communauté dort encore, laissez-la dormir. Votre communauté n'a encore rien compris, laissez-les dans leur ignorance. Et nous, on avait été outrés. Aujourd'hui, au travers de vos discours, vous n'êtes plus ignorants. Vous êtes politisés, les jeunes d'aujourd'hui. Vous avez tout ce que nous n'étions qu'une poignée à avoir. Et je pense que la voie, elle est politique. Non pas de mettre des bulletins de vote, parce qu'ils ne sont pas comptabilisés sérieusement, mais d'avoir des candidats. Et pour avoir des candidats, il faut avoir des leaders sérieux. C'est ce qu'il faudrait refaire comme expérience dans toute la France. Nous avions été filmés par toutes les télévisions d'Europe, parce que nous avons tapé fort. Et ça ne leur a pas plu. Alors, intéressant ce que dit Khela. Tiens, Fatima. Moi, je pense qu'il faut avoir de la volonté politique, faut être offensif, faut être organisé, qu'est-ce qu'il vous permet? Moi, si je peux me permettre, il y a des. Gundo, elle a plein d'idées parce que ce qu'elle a pas dit tout à l'heure, en fait, c'est qu'elle a une grande expérience. Excuse-moi, Nadia, je t'ai interrompu. Elle a une grande expérience sur cette question-là. C'est une question qu'elle connaît très bien, qui la touche en plus personnellement. Elle a participé à ce qui s'est fait. Je crois, on en avait un petit peu parlé, Christophe, au rassemblement manifestation qui ont eu lieu dans le 19e, donc c'était il y a quelques mois. L'année dernière. Je te laisse en parler. Oui, alors comme je rejoins ce que dit cette dame, je pense que la politisation, elle est indispensable. La conscience politique, c'est indispensable. Et les actions, parce qu'on peut pas se passer des actions, on peut pas laisser faire des institutions qui de toute façon nous méprisent. Ça c'est pas possible. Et donc effectivement, nous l'année dernière, avec tout ce qui se passait
dans le 19e déjà depuis plusieurs années, les conflits entre Cambrai, Riquet, etc., qui n'en finissent plus. Il y avait une initiative qui était portée par Bakary Sako, qui est une figure associative du quartier de Curial reconnue. Et donc tous les dimanches, lui et d'autres militants associatifs du quartier, et parfois même des personnes qui n'étaient pas militantes, se sont réunis, ont ouvert un espace de discussion, ont réuni les jeunes, et surtout il y a les mamans du 19e arrondissement qui se sont réunies, qui ont organisé d'elles-mêmes, qui sont parties de rien, qui n'avaient pas d'expérience militante, qui ont organisé une marche. Avec plusieurs milliers de personnes. C'est ça, il y avait près de 2000 personnes, il me semble, l'an dernier, vraiment pour dire non à cette violence, pour dire qu'elles aiment leurs enfants vivants, principalement aussi, et puis voilà, vraiment ça a été une... Je suis d'accord. C'est Gundo, c'est pas Fatima, c'est Gundo. Ouais. Fatima. Oui, c'est Fatima et Gundo. Oui, bonjour à tout le monde. Ce que je voulais, mon message, c'était tout ça, nous l'avons déjà fait. Et ça ne touche personne. Les autorités n'en ont rien à faire. La seule chose qui les ait touchés, c'est qu'on soit arrivé à trouver des financeurs, c'est qu'on soit trouvé de l'argent, c'est qu'on soit arrivé à financer des bulletins de vote, c'est qu'on soit arrivé à déposer à la préfecture une liste, etc., etc. C'est la seule chose qui les ait touchés. D'ailleurs, ils nous ont écrasés. Oui, c'est la question du pouvoir. Très là, on est d'accord tous autour de cette table, je pense. Il y a que le pouvoir qui marche. Le pouvoir, il faut le prendre. Voilà, il faut l'arracher. Il faut l'arracher. Vous savez qu'on n'a pas de soutien. La faute nous revient, nous n'avons pas d'organisation, nous n'avons pas de leader, nous n'avons rien. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut construire. Je vais vous laisser discuter. Si vous voulez vous servir de l'expérience de vos aînés qui ont été des défenseurs, parce que depuis 86, je souhaite vous dire que c'est à partir de là qu'il y a eu sur les listes électorales des Maghrébins, des noms de Maghrébins. Ça veut dire qu'on a tapé très fort. On reste à votre disposition si vous avez envie d'une organisation nationale. Parce que nous n'avons pas... Merci pour votre témoignage. Merci beaucoup. Il y a des radios. Oui. Il y a des radios aujourd'hui. Oui, il y a des radios, oui, absolument. On est là pour ça. Merci beaucoup en tout cas, Khela, pour votre témoignage. Merci. À très vite. Et votre retour d'expérience. C'est vrai. Il faut se servir de ce qu'ont fait les anciens aussi. Il faut pas tout jeter à la poubelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend chez certains, j'allais dire jeunes, ce que tu n'es plus, Nadir, moi non plus d'ailleurs, chez certains aujourd'hui, mais les anciens ils ont rien fait, c'est bon, qu'ils nous laissent travailler, de toute façon c'est à nous de faire les choses maintenant. Mais peut-être se servir de ce qui a été peut-être les bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses, parce qu'il y en a eu. Alors s'il y a des jeunes qui tiennent ça, alors s'il y a des jeunes qui tiennent ce genre de propos, c'est des jeunes qui sont pas informés. Donc ça c'est triste. Après c'est sûr que il y a le problème intergénérationnel. Moi je sais pas. Moi j'ai l'impression qu'il est important ce problème intergénérationnel. Il est de plus en plus visible. On a manqué quelque chose. Il y a eu des actions. Nos parents, nos aînés, ils ont agi depuis qu'ils sont arrivés dans ce pays. Il n'y en a aucun qui s'est tourné les pouces. Et par contre, ce qui a manqué, je pense, c'est quand même la transmission de cette mémoire-là. C'est ce que tu pourrais leur reprocher, Gundo ? Oui, moi je peux en parler même dans le cadre familial. Moi j'apprends encore aujourd'hui, j'ai 30 ans. Parfois mon père il me parle de son expérience et j'apprends des choses qu'il a fait quand il est arrivé, quand il était dans les foyers à Montreuil. Enfin je veux dire, il s'est engagé et c'est ça, ils se sont organisés et malheureusement, alors bien sûr on comprend, ils ont été pris par plein d'autres obligations nos parents, mais je pense que il y a eu un loupé dans la transmission de cette mémoire-là, parce que c'est une phrase que j'emprunte de Fatima, je crois, quand je dis qu'on n'est pas des enfants de nulle part, qu'on a une histoire, on n'est pas des enfants du hasard. Moi, je sais que mon propre engagement, même en ignorant finalement tout ce qu'avait pu faire mon père, il vient aussi de là, de choses que j'ai pu entendre, et donc cette transmission-là, elle est vraiment importante. Oui, un dernier petit mot, Fatima, avant la pub et avant Libertad. Dire quand même, alors la transmission, elle est essentielle, c'est vrai. Maintenant, pour pouvoir transmettre, il faut des outils, et même l'accès à la transmission de la mémoire, de l'histoire, même cet accès-là, en réalité, il était verrouillé. Parce que, on en parlait tout à l'heure. Voilà, qui a accès aujourd'hui aux médias? Qui a accès à la production? Qui a accès ne serait-ce qu'à la production de documentaires aujourd'hui? À la production cinématographique, à la production artistique? Tu vois, nous, nos parents, ils n'ont pas eu accès à tout ça, en fait, en réalité. Donc non, même ça, en réalité, c'est conditionné par notre faiblesse politique. Maintenant, excuse-moi, Nadir, juste une chose quand même, parce qu'il y a effectivement un problème de transmission intergénérationnelle. Il y a aussi
aujourd'hui un problème de transmission d'un quartier à l'autre, d'une ville à l'autre. Parce qu'il y a des choses qui se font. Tu vois, tout à l'heure, j'ai cité pas mal de gens, j'ai cité Almami Kanouté, j'ai cité Aboubacar Sakanoko, etc. J'ai cité des gens qui se bougent, qui bougent depuis longtemps. Almami, il bouge depuis des années et des années. C'est pour ça que j'insiste sur les grands médias. Voilà, et qui obtiennent des résultats. Mais on le sait pas. On le sait pas. C'est-à-dire que d'un quartier à l'autre, moi, c'est il y a 2 jours que j'ai su que, par exemple, à Grigny, c'était passé ça, etc., etc. Pourtant, donc, on sait quand il y a des tragédies dans les quartiers, mais ça, on le sait pas. Pardon? Quand il y a des tragédies ou des bagarres ou des trucs entre bandes, ça, on est au courant. Les grands médias sont friands de ça. Voilà, ils mettent pas en lumière ce genre. C'est ce qu'on disait déjà dans d'autres émissions auparavant. Il y a plein de choses qui se passent dans les quartiers populaires en France depuis toujours. Après, c'est vrai qu'il y a eu à une époque où peut-être des grands sont passés à autre chose parce qu'ils ont vécu beaucoup de choses. Ils étaient organisés contrairement à ce qu'on croit et parfois même mieux que nous, malgré les moyens. Donc aujourd'hui, conclusion, c'est très simple. Ceux qui nous écoutent, il n'y a pas 36 solutions. Celui qui veut bouger doit participer. Il n'y a pas de mystère. Il faut rien attendre des politiques et il faut rien attendre des autres. Ce qu'il faut retenir, c'est on prend le pouvoir, on l'arrache, on n'attend pas qu'on nous le donne. On prend le pouvoir ou alors on aide ceux qui sont censés avoir les compétences et qu'on connaît de le faire. Mais voilà, les parents, ils ont tous les compétences. Donc c'est pour ça que je disais, ça peut être un petit jardin partagé, ça peut mais ça c'est sur du long terme. Mais ça veut dire occuper l'espace. Voilà, s'occuper des enfants collectivement, parce que s'il s'agit pas de s'occuper que de ses propres enfants. Indignons-nous. C'est collectivement. Non, et puis surtout non, parce que l'indignation, elle est pas suffisante. Non, c'est allons dans la rue, dans les espaces, organisons des choses, des petites choses. C'est le fait d'occuper l'espace qui va faire qu'il y aura moins de violence. Mais Fatima, il faut absolument de la visibilité parce que c'est des choses qui existent. Bon, par contre, il faut la visibilité. Il faut la visibilité de la pub. Là, j'y peux rien, c'est comme ça. Oui, chez Ardisson ou les autres d'ailleurs. Il n'y a pas qu'Ardisson. Hein. Il y a Ruquier, il y en a d'autres. Hein. Non mais Nadir, il adore Ardisson. Pascal Pro aussi. Si tu veux. Si, à tout de suite. Libertad, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Il nous reste 3 minutes avec Koundou Diawara, avec Nadir Kaya, Fatima Wassak sur France Maghreb 2 pour un petit Libertad. Je précise juste, on devait parler de Redouane Faïd qui, vous le savez, était arrêté ce matin à 4h du matin du côté de Creil. Et le procureur s'est exprimé tout à l'heure en nous disant qu'apparemment il se cachait sous une burqa, Redouane Faïd. Donc voilà, il a été arrêté et donc il retourne pour la énième fois à la case prison pour Redouane Faïd. Quoi? Donc on va avoir des sujets prochainement sur le voile, voilà, sur vraiment l'importance d'enlever le voile à toutes ces femmes. Des raisons de sécurité. Absolument. Libertad 01 40 30 39 000. Je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous allez nous dire. En tout cas, on vous accueille. Allô, bonjour, qui est là? Bonjour Abdel. Abdel, on t'écoute. Moi, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit. C'est pas sauf sur une chose qu'elle a dit qu'on n'a pas d'outil. Si on a un outil fondamental, c'est la carte d'identité, le droit de vote, comme je l'ai eu. Je considère que moi, fils de musulman, avec le mal qu'a fait Emmanuel Valls, je lui ai mis un coup de pied au derrière. Car j'ai voté Emmanuel Macron et quand je savais qu'en votant Emmanuel Macron, qu'il allait dégager lui et Copé et toute la clique. Parce qu'il a sous-estimé les musulmans de France. Car il a trop fait confiance aux Français de confession juive. Il était persuadé, je vous assure qu'il était persuadé que les Français de confession juive allaient le propulser à la présidentielle. Et il s'est lourdement trompé et j'espère que les hommes politiques aujourd'hui vont en prendre compte et vont se dire attention aux Français de confession musulmane car beaucoup de gens autour de moi, je vous garantis madame, ont voté. Et moi, non seulement, monsieur, effectivement, je vous invite à aller voter. Après, ce serait mieux si vous n'alliez pas voter pour Macron. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais moi, si vous avez bien écouté ma chronique, je disais qu'il fallait se mettre sur des listes électorales, notamment sur des listes autonomes. Il faut s'engager. Moi, je vous invite à faire de la politique et pas simplement à vous contenter de mettre un bulletin de vote. Donc là-dessus, on est d'accord, en fait, sur les outils qu'on peut avoir. Maintenant, franchement, pour remettre en question le système, aller voter Macron. Je sais pas ce qui s'est passé dans votre esprit. Je sais pas où vous en êtes aujourd'hui par rapport à ce que fait Macron, notamment dans les banlieux. Mais voilà, je sais pas si c'est du mal à ma mère et à mon père avec tous ceux qui ont fait du mal à mon père avec ma mère, comme par exemple dire les Français de confession juive sont fiers de porter la kippa. Moi, je suis d'accord avec lui, mais il oublie et il va dans une radio en disant sur RTL, je vais faire la guerre au voile alors qu'il est autorisé. Ça a fait du mal de dire la France sans les gens de confession juive, ce n'est rien. Il a renié que mon père a défendu la France. Ça a fait du mal. Je me suis débarrassé, excusez-moi de l'expression, d'une pourriture. D'accord, mais Macron, il est très bien. Mais Macron, il est très bien. Macron qui démantèle tous les services publics, qui casse les hôpitaux, les écoles, qui dépossède les quartiers populaires de droits communs. Il nous dit que les musulmans ont du répit avec Macron. Ouais, beaucoup. Ah oui, à la télé, quoi. À la télé. Et encore. Hollande, il les a sacrifiés, hein. Je vous dis franchement, avec Copé, le pain au chocolat, tous les mensonges, les gens, je vous garantis que les musulmans ont un sacré répit, hein. Vous le voyez pas?
Macron, il est dans la continuité de tout ce qu'on a Non, entendu madame, avant. c'est injuste de dire ça. Il est C'est injuste. complètement. En fait, c'est sa politique. Lui, il est Ah oui. peut-être, de votre point de vue, il est peut-être un peu moins dans l'art des petites phrases destinées aux musulmans. Vous rigolez, quoi, il est spécialiste des petites phrases. Mais des oui, petits mais d'un trucs. point de vue du point de vue de sa politique, pour moi, il est complètement dans la continuité de ce qui se faisait avant. Non, mais Il il y est a venu du répit, je vous renforcer garantis, c'est du répit. tous les propos stigmatisants à l'égard de tout ce qui est perçu comme autre Ça dans pense, la ouais, société. ouais. Donc non, Bon. il a aucun répit avec Macron. Merci Abdel, merci. Salut, à bientôt. 01 40 33 9000, bah c'est fini. Voilà, on a été, j'ai décidé de pas rendre l'antenne en retard parce que je me fais taper sur les doigts et puis à force ça fait mal. Donc du coup, voilà, on rend l'antenne à l'heure ce soir ou presque. Merci beaucoup, cher Nadir. Merci à toi, merci. À très vite. Je fais une spéciale dédicace à Nadia. Voilà, elle comprendra. Subliminal. Absolument. Moi aussi, je subliminal. fais une dédicace à Youssef alors. Bah vas-y, fais une dédicace à Youssef. Je la fais, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Fatima, merci beaucoup. Cher Gundo, sois la bienvenue dans la famille LGF. Merci voilà. bien, merci. Demain, autre plateau, Nassim Lachlas, Yasser Louati et Anissa Regui, entre 16h et 18h. Passez toutes et tous une excellente soirée. C'est là où ça se passe, hein. N'allez pas chercher ailleurs, n'allez pas regarder Pascal Pro ni les autres. C'est France Maghreb 2, le grand forum. On a une vraie équipe. Et là, il lâche rien l'équipe. Merci à tous, bonne soirée, à demain 16h. 18h, le rappel de l'actualité. Tout de suite, c'est avec Marine Garel. Bonsoir, chère Marine. Bonsoir à tous. C'est l'arrestation de Redouane Faïd, l'homme le plus recherché de France. Le braqueur était en cavale depuis 93 jours et il se cachait tout près de chez lui dans un appartement à Creil, au nord de Paris. C'est là qu'il a été arrêté ce matin vers 4 heures avec 6 autres personnes. Les enquêteurs pensent avoir mis la main sur le commando qui avait permis son évasion spectaculaire par hélicoptère à la prison de Réau. C'était le 1er juillet dernier. Édouard Philippe est actuellement à Nanterre pour féliciter les équipes policières qui ont interpellé Redouane Faïd. Depuis ce matin, le Premier ministre est également le ministre de l'Intérieur par intérim. Il remplace Gérard Collomb qui a démissionné. La passation de pouvoir a eu lieu ce matin dans une ambiance glaciale. Gérard Collomb doit arriver à Lyon ce soir. Il compte retrouver son poste de maire et se lancer ensuite dans la campagne des municipales. Et pour remplacer Gérard Collomb, place Beauvau, Emmanuel Macron, le chef de l'État, cherche un homme ou une femme en qui il a une confiance absolue. Plusieurs noms circulent, Christophe Castaner, Benjamin Griveaux ou alors Grégory Pechnard, l'ancien patron de la police nationale. Le chef de l'État fait savoir que la démission de Gérard Collomb n'est pas une crise politique. Les retraités appelés à manifester cet après-midi à Paris, appel lancé par 9 organisations syndicales pour défendre leur pouvoir d'achat. Les retraités dénoncent la faible revalorisation de leurs pensions. Le cortège est parti de la place de la République, direction l'Assemblée nationale. Un robot franco-allemand se pose sur un astéroïde. Mascotte a atterri ce matin et il doit nous aider à comprendre comment s'est formé le système solaire. Sport football, suite et fin de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Ce soir avec le PSG qui affronte l'Étoile Rouge de Belgrade au Parc des Princes. Les Parisiens en quête d'une première victoire dans cette compétition après leur défaite face à Liverpool il y a 15 jours. Le match va se dérouler sous haute surveillance policière en raison des supporters serbes à la réputation un peu turbulente. Et puis autre match ce soir à 21h, Monaco joue en Allemagne face au Borussia Dortmund. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.